Donc on arrive clairement sur le traité d'Al-Jabr al-Khawarizmi, dont vous venez de décrire finalement une grande partie de son travail, enfin de son ouvrage. Alors, Al-Khawarizmi, c'est qui? Et qu'est-ce qu'il fait? Et pourquoi doit-on, dès le collège, retenir ce nom? En fait, à son époque, il était beaucoup plus connu comme astronome, grand astronome, devant l'éternel. Et il faisait partie de cette équipe qui avait été sollicitée par quand même le calife, l'empereur des musulmans. Il faut bien situer le contexte, qui dirigeait quand même un empire intercontinental sur 3 continents et qui s'étendait de Samarcande à Saragosse et très vite de Palerme jusqu'à Tombouctou. Bien. Et donc ce calife qui s'appelle Al-Ma'moun, qui a régné de 813 à 833, va solliciter les astronomes pour résoudre des problèmes dont les solutions intéressaient hautement les pouvoirs politiques. Je ne rentre pas dans les détails. Donc on peut considérer que, en fait, Al-Khawarizmi, sa publication du premier livre de calcul indien et sa publication du premier livre d'algèbre entraient dans ses préoccupations, plutôt dans ses violons d'Ingres, quoi. C'est-à-dire que son grand métier, c'était d'être astronome. Et là, on a l'impression qu'il a ouvert de nouvelles voies, comme par passion, comme un novateur, mais ce n'est pas ça qui va lui donner la célébrité de son vivant. Ce n'est que plus tard qu'il va y avoir des débats, et ensuite, après débat et polémique, on va reconnaître qu'il est le premier officiellement à publier un livre d'algèbre. Voilà. Donc, c'est un monsieur d'origine persane, mais au sens linguistique du terme, et culturel, c'est-à-dire à l'époque, il n'y avait pas de frontières, mais nous savons que normalement, si on doit le situer géographiquement aujourd'hui, il serait du Khawarizm, d'où son nom, Khawarizmi, et le Khawarizm est une région aujourd'hui, en Ouzbékistan. Parce qu'on a tendance toujours à confondre Persan et Iran. Ce n'est pas la même chose, c'est un peu compliqué. Bon, maintenant, aujourd'hui, chaque nation tire à elle la couverture pour dire ce mathématicien, il est de chez nous, mais en fait, il est d'origine de l'Ouzbékistan. Cela dit, nous ne savons pas s'il est né en Ouzbékistan, de l'époque du moins, et puis il est arrivé à Bagdad. Si ses parents sont arrivés à Bagdad à un certain moment et puis il est né à Bagdad, toujours est-il que c'est un mathématicien astronome qui a pensé en arabe, qui a écrit en arabe, qui a publié en arabe, qui a enseigné en arabe. Voilà. Vous avez prononcé le mot de novateur. Alors, Al-Khawarizmi est-il novateur? Si oui, en a-t-il conscience? Alors, vous avez déjà plus ou moins répondu à cette question, mais j'aimerais que vous nous décriviez un peu les objectifs de cet astronome mathématicien pour l'écriture de ce livre. Est-ce que c'est simplement une réponse à son calife, ou est-ce qu'il veut aller plus loin? En tout cas, si on reste uniquement au niveau des textes, c'est lui qui nous révèle, dans l'introduction à ce livre, dont je n'ai pas encore donné le titre d'ailleurs, oui. Il faut quand même le donner, qui s'appelle... Enfin, je ne l'ai pas donné parce qu'on n'est pas sûr du titre, tout simplement. Alors, aujourd'hui, les spécialistes considèrent que le titre, il faut le tirer d'une phrase qui est dans l'introduction, et qui est l'abrégé du calcul par la restauration et la comparaison. Le mot restauration, en arabe, on l'appelle al-jabr, l'algèbre. Et donc, en fait, le nom de cette discipline sera restauration et comparaison. On dira toujours la discipline, l'art de la restauration et de la comparaison. On dira al-jabr wal-muqabala. Et on le dira même en Europe, même entre le XIIe siècle et le XVe siècle. On va garder les deux termes arabes. Par exemple, lorsque ce livre va être traduit en latin, on va l'appeler Liber Algebra et Muqabala, en gardant les deux mots arabes. Bien. Et donc, ce livre d'algèbre, il l'a écrit, il le dit lui-même, pour répondre à une commande de l'État, une commande du calife. Pourquoi? Parce que le calife a considéré que la société qu'il dirigeait maintenant avait besoin d'instruments pour résoudre les problèmes de la vie de tous les jours. Ce qui est tout à fait crédible et vraisemblable, parce que les hommes politiques, quand ils dirigent une cité, ils ont besoin que les scientifiques leur donnent des réponses aux problèmes qui se posent. Jusqu'à aujourd'hui,
C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, ce sont plutôt des problèmes de géostratégie, des problèmes militaires, de technologie militaire, qui sont financés et qui sont les noyaux des commandes que l'on fait aux scientifiques. À l'époque, c'était la même chose. Les premières commandes faites par les grands califes, c'était de demander aux astrologues d'écrire de bons livres pour prédire l'avenir, surtout des pouvoirs politiques. C'était l'instrument de prédiction de l'avenir, ça c'est normal, et après on pourra manipuler. C'était pour les astronomes de leur faire des cartes de géographie fiables, parce qu'à l'époque ce sont les astronomes qui étaient les géographes, pour pouvoir quand même gérer leur territoire immense, parce que c'était le premier empire monde de cette étendue. Et puis ils vont demander aux calculateurs, bien, quoi ? Eh bien, les outils pour résoudre les problèmes de la vie de tous les jours. Parmi les problèmes de la vie de tous les jours, eh bien, il y a la collecte de l'impôt. Et pour collecter l'impôt, il faut savoir mesurer les terrains, mesurer les habitations, en volume aussi, les immeubles, etc. Et donc définir l'assiette de l'impôt. Alors pour cela, il faut du calcul. Et on a considéré que certains calculs, en particulier de répartition des terres, etc., eh bien, on ne pouvait pas les résoudre uniquement avec les méthodes anciennes, purement arithmétiques. Il y avait d'autres méthodes, que l'on appelle aujourd'hui algébriques, qui étaient nécessaires. En particulier celles qu'on appelle les méthodes des équations du premier et de second degré. Alors lui, quand tu lui as posé la question, il ne savait pas qu'il fallait utiliser ces outils. Il lui dit, faites-moi un livre, un vademecum, ou un ensemble d'outils, pour que mes sujets puissent résoudre leurs problèmes de la vie de tous les jours. Alors, c'est intéressant justement le mot ensemble d'outils ou vademecum, alors que tout à l'heure on a parlé, peut-être abusivement, je ne sais pas trop, d'une tentative de théorisation. Et pour autant, si je suis le titre, enfin la première phrase de l'introduction d'Al-Khawarizmi, c'est le livre condensé ou résumé Al-Mukhtasar. Et alors, si je condense, enfin si j'écris un condensé, c'est que ça existe. J'apporte rien de nouveau. J'écris en quelques papiers, en quelques feuilles, ce que je fais tous les jours, ou ce qu'on fait tous les jours à côté de moi, pour faire effectivement un pense-bête, ou pour dire, voilà, les outils dont vous avez besoin pour répondre à tel problème, vous pourrez les trouver ici. Alors, pourquoi un tel condensé, un tel résumé arrive à ce statut d'un traité qui est quand même, vous le dites, l'acte officiel de naissance de l'algèbre? La réponse est dans une chanson de Jacques Brel. C'est parce que c'est un monsieur qui, au IXe siècle, a su faire du neuf avec du vieux. Et la nouveauté, ce n'est pas seulement inventer des choses, découvrir des choses. C'est de créer une théorie. Une théorie, c'est en fait, c'est toujours une théorie par définition même. Ça part d'éléments existants. Et l'innovation, c'est dans la construction, dans l'agencement des éléments existants, auxquels, évidemment, on sent très vite, le théoricien va ajouter des éléments nouveaux. Mais ces éléments nouveaux seront plutôt des éléments théoriques, qui sont des découvertes de son esprit, à partir de ce qui existe objectivement. C'est ce qui va se passer. Donc ce n'est pas contradictoire. Lui-même dit, mon livre c'est un abrégé, sous-entendu, j'ai rassemblé des éléments en triant un peu, il a tamisé quand même. Le fait même de tamiser, c'est une démarche. S'il n'avait pas tamisé, il aurait fait du plagiat. Et à ce moment-là, on aurait dit, il aurait mieux fait de nous donner la copie mésopotamienne, si elle avait existé. Bon, peut-être qu'elle contiendrait beaucoup de problèmes qui nous intéresseraient sur les activités de l'époque. Donc il a peut-être occulté beaucoup de choses. Seulement voilà, sa manière de tamiser montre d'abord le fait qu'il ait décidé de tamiser, parce que nous avons à la même époque des livres qui contiennent pratiquement tous les outils. Parce que nous savons aujourd'hui qu'il y a des outils qui étaient utilisés à son époque pour résoudre les problèmes de la vie de tous les jours, les mêmes problèmes, mais qu'il a manifestement écartés, qui ont été éliminés par l'opération, justement, qui a consisté à tamiser. Et maintenant, la question, c'est comment tamiser? Qu'est-ce qu'il faut écarter? Qu'est-ce qu'il ne faut pas écarter? Donc là, le fait de tamiser, on le fait à partir d'idées préconçues. C'est ces idées préconçues qui font l'innovation. Un théoricien, il a déjà des idées. Il ne veut pas seulement, il a profité de l'occasion bien sûr, mais il ne veut pas seulement donner les outils pour résoudre des problèmes, il va en profiter pour les donner selon un ensemble, une construction théorique, on peut l'appeler comme ça, je sais pas, construction théorique. La preuve, dans son texte, comment ça commence? Ça ne commence pas par « si vous voulez résoudre tel type de problème, vous faites ceci et cela ». Ça, c'est dans la tradition mésopotamienne. Voilà.
Voilà. Ou même chinoise, ou indienne. Bon, grosso modo. Grosso modo. Enfin, la tradition qui nous est parvenue. Oui, oui. Voilà, et que nous avons étudiée. Parce qu'il faut toujours être prudent avec les textes anciens. Bien. Et il n'a pas fait ça. Il a commencé par dire, les outils de l'algèbre, c'est les nombres, l'inconnu, la racine de l'inconnu, les équations. Mais personne n'avait avant lui parlé d'équations. Mieux que ça, on pouvait très bien résoudre tous les problèmes de la vie de tous les jours et répondre à la commande du calife sans évoquer les équations, sans évoquer les inconnus. On aurait dit, si tu as un problème du type arpentage, ben tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Il fait une classification des problèmes. Il aurait même pu faire des classifications de problèmes du premier degré, du second degré, etc. Mais il ne l'a pas fait. Il a commencé par donner les outils, par donner les objets, les outils. Ensuite, il a commencé par donner des justifications théoriques, c'est-à-dire déductives, de la validité de ces outils et de leur pertinence. Et ce n'est qu'après. Ça vient en deuxième position, même si quantitativement, la partie application correspond aux 2 tiers du livre. Alors attention, il ne faut pas être trompé par la question de perspective. Ce n'est pas parce que le livre contient 2 tiers d'application et 1 tiers d'éléments dits théoriques que c'est un livre d'abord d'application. Il faut bien savoir repérer l'innovation. Et on repère l'innovation par rapport à ce qui a été, à ce qui a existé, et non pas par rapport à ce que nous connaissons aujourd'hui.